Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc voir dans cette vidéo les différentes conditions qui permettent, dans des milieux infinis et dans des milieux finis, de créer des ondes stationnaires à partir d'ondes progressives. Et on va commencer tout de suite justement par des milieux infinis où on a deux ondes planes progressives harmoniques de même fréquence, de même amplitude, mais qui vont se propager dans les sens inverses. L'onde verte ici, donc cet OPPH va se propager vers la droite, cet OPPH qu'on va voir ici va se propager vers la gauche. Et en fait, du coup, cette simulation nous permet d'obtenir ce qu'on appelle l'onde résultante, c'est-à-dire la somme des deux, ce qui va vraiment apparaître dans le milieu, ici qui est infini. Et du coup, on laisse la simulation tourner et on se rend compte que l'onde résultante, qui est la somme des deux ondes 1 et 2, qui ont, je répète, c'est important, même amplitude, même fréquence, et qui se propagent dans des sens inverses, et bien on se rend compte qu'on obtient ici une onde qu'on appelle stationnaire, avec des points caractéristiques. Par exemple, ce point-là du milieu ne va jamais vibrer au cours du temps, ne va jamais subir de perturbation. Ce point-là aussi, contrairement à ce point-là du milieu, qui subit des vibrations, des perturbations maximales. Donc ici, on reconnaît ce qu'on appelle une onde stationnaire. Donc, ce qu'on peut déduire de tout ça, c'est que deux ondes planes progressives harmoniques de même fréquence, de même amplitude, qui se propagent en sens inverse, donnent en superposant ici une onde stationnaire. Et pour démontrer ça mathématiquement, je vais le faire très simplement. Je prends une onde plane progressive harmonique qui se propage selon l'axe des x dans le sens positif, dans le sens des x croissants, une autre avec la même amplitude, la même pulsation, donc la même fréquence, qui se propage toujours selon l'axe des x, mais dans le sens négatif, c'est pour ça qu'il y a un plus. Et l'onde résultante, eh bien, c'est tout simplement la somme des deux. C'est S1 plus S2, ce que je remplace ici par l'expression de l'un et de l'autre. Ensuite, du coup, on voit qu'on peut factoriser par A. Donc ça va nous donner ici A facteur de cosinus oméga t moins kx plus oméga t plus kx. Et alors, petite relation trigonométrique, il faut savoir que cos A plus cos B, c'est le cas ici, on a cos A plus cos B, donc A c'est oméga t moins kx, B c'est oméga t plus kx, ça fait 2 cos A plus B sur 2 fois cos A moins B sur 2. Donc du coup, je vais remplacer ici mon A qui est ici, donc ce A là, par oméga t moins kx, le B par oméga t plus kx, et ça va donner donc déjà 2 fois A, parce qu'il y avait 2 et le A qui était ici. Et là, donc, je vais avoir un produit de cosinus. Donc je vais avoir cosinus, hop là, oméga t moins kx plus oméga t plus kx. Donc je répète à A plus B, d'accord? A plus B. Et cosinus A moins B, ça va faire donc cosinus oméga t moins kx moins, et là il faut faire gaffe, parce que du coup, B ici, c'est oméga t plus kx, donc il faut mettre des parenthèses, et ça donne ceci. Si maintenant on simplifie l'expression, ça fait oméga t moins oméga t plus oméga t, pardon, ça fait 2 oméga t, moins kx plus kx, ça s'en va. Donc il me reste dans la parenthèse 2 oméga t sur 2, donc il me reste oméga t, donc ça fait déjà 2a cosinus oméga t. Même chose de ce côté, oméga t moins oméga t, ça part, il reste moins kx moins kx, donc du coup ça fait moins 2kx, divisé par 2, ça fait cosinus moins kx. Or le cosinus est une fonction paire, donc cosinus de moins kx, c'est cosinus de kx, ce qui donne en fait cette expression-là pour l'onde résultante. Et ça, c'est justement typique d'une onde stationnaire, où en fait le terme en oméga t, le terme qui dépend de t en fait, est découplé du terme en x. Donc ça, c'est vraiment à reconnaître. Quand vous avez cosinus oméga t fois cosinus kx, on reconnaît ici une onde stationnaire. Voilà déjà, donc il faut déjà retenir que quand on a deux ondes planes de même fréquence, de même amplitude qui se propagent en sens inverse, on obtient ici une onde stationnaire. Ensuite, du coup, on va faire un petit point de vocabulaire. Justement, les points du milieu que j'ai pointés tout à l'heure qui ne vibraient jamais, quel que soit l'instant t, c'est ce qu'on va appeler justement un nœud de vibration. Et si on reprend ici la simulation, par exemple, donc ce point-là, c'est un nœud de vibration, ce point-là aussi, et bien entre deux nœuds de vibration, ici, entre ici et ici, on a la moitié d'une longueur d'onde, la moitié d'un motif spatial. Ensuite, donc ici, c'est distant de lambda sur 2. Hop. Ensuite, même chose, dans ce milieu, il existe des points qui subissent des perturbations maximales, à amplitude maximale. C'est ce qu'on va appeler ici les ventres de vibration. Donc, sur mon exemple, les ventres de vibration, ils sont ici et ici et ici. Et entre deux ventres de vibration, même chose, on a la moitié d'un motif spatial, c'est-à-dire lambda sur 2. Et enfin, pour résumer, si on regarde donc
le profil de l'onde stationnaire qui était du coup dans la simulation à différents instants, hein. À chaque instant, on a pris une photo, si vous voulez, de l'onde et enfin, on a utilisé des traits différents, hein, pour pouvoir représenter tout ça sur un même axe. Donc ici, on reconnaît les ventres de vibration et ici, on reconnaît les nœuds de vibration. Donc on a un motif spatial de là à là, et on reconnaît bien qu'entre deux ventres ou entre deux nœuds, on a la moitié d'un motif spatial, ici lambda sur 2. Donc ça à connaître par cœur, hein, les termes nœud, ventre, et savoir qu'entre deux nœuds et entre deux ventres, on a toujours la moitié de la longueur d'onde. Voilà pour les ondes stationnaires. On reprend cette simulation ici et on va continuer à mettre en place du vocabulaire. L'onde 1, on va l'appeler l'onde incidente, celle qui se propage du coup vers la droite. L'onde 2, l'onde réfléchie. Et on va essayer justement de voir quel est le coefficient de réflexion justement de cette onde en imaginant qu'on va étudier ce qui se passe par ici. Alors, je vous laisse regarder quand je fais pause ici. Alors, je vais peut-être pas prendre. Hop, voilà, on va être comme ça. Là, c'est pas mal. Si vous regardez ici, quand l'onde incidente, du coup, atteint son sommet ici, l'onde réfléchie, elle est à l'extrême opposé. Du coup, on va dire que le coefficient de réflexion ici, il est de -1. Alors que si maintenant, pardon, donc le coefficient de réflexion est de -1. Et du coup, si vous regardez l'onde totale, ici, en ce point-là, elle est toujours égale à 0. C'est-à-dire que ici, on a un nœud, en fait, qui est distant de lambda sur 2 par rapport à ce nœud-là. Mais du coup, ici, si vous observez, on a donc un nœud de vibration. Maintenant, donc, je suis dans la situation où le coefficient de réflexion ici, en imaginant que c'est ici que la réflexion se fasse, hein, donc du coup, il est de -1. Maintenant, hop, si je me mets dans ce cas-là et qu'on refait pause, tac, si vous regardez, l'onde incidente et l'onde réfléchie ont même valeur, et ça, à chaque instant. Donc là, le coefficient de réflexion, il vaut 1. Et du coup, on constate, si je refais ici, que là, cette fois-ci, j'ai un ventre de vibration. Donc ça, c'était pour le cas où le coefficient de réflexion ici, du coup, est de 1 ou de -1. Si maintenant, je change et je le mets justement, ce coefficient de réflexion, ici à 0,5. C'est-à-dire que si vous regardez, hein, l'onde incidente, elle a toujours une amplitude qui est le double de l'amplitude réfléchie. Donc l'amplitude réfléchie, c'est bien la moitié, ici, en amplitude, hein, de l'onde incidente. Donc j'ai bien ici un coefficient de réflexion de 0,5. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, vu que je viens de changer la condition, rappelez-vous, hein, il faut que pour avoir une onde stationnaire, je vous ai dit, il faut la même fréquence, la même amplitude de deux OPPH qui se propagent en sens inverse. Et bien là, on va regarder ce qui se passe quand justement l'amplitude de l'onde réfléchie, donc qui se propage dans le sens inverse ici, de l'onde incidente, et bien elle n'est pas la même que celle de l'onde incidente. Je vous laisse regarder du coup sur l'onde totale. Alors on constate, on va y aller pas à pas, on va suivre le sommet ici de la perturbation. On suit justement le sommet de la perturbation qui est ici, et qu'est-ce qu'on constate? Hop, on le refait, je me remets, voilà, on va suivre ce sommet-là. On va essayer de voir ce qu'il donne, enfin ce qu'il décrit dans l'espace au cours du temps. Et si vous regardez, en fait, au cours du temps, et ben ce sommet, donc il est parti ici, il a diminué, puis il a réaugmenté, puis il rediminue, et ainsi de suite. En fait, le sommet de la perturbation décrit à son tour une sinusoïde. Et si on laisse tourner la simulation, en fait, on constate que l'onde totale, elle est plus du tout stationnaire, hein. Si vous vous souvenez, une onde stationnaire, ça ressemble à ça. On avait des ventres, pardon, des nœuds de vibration ici, et des ventres de vibration, ici et ici. Là, on a un ventre de vibration. Est-ce que c'est le cas maintenant quand l'amplitude de l'onde réfléchie n'est plus égale à l'amplitude de l'onde incidente? Ben non, en fait, on n'a plus de nœuds si vous regardez ici, hein. Par exemple, ce point-là du milieu, pour l'instant, ne subit pas de perturbation. Et si c'était un nœud, au cours du temps, ça serait toujours le cas. Donc si maintenant j'avance pas à pas la simulation, on voit que ce point du milieu maintenant subit une perturbation. Donc vous voyez bien que ce n'est pas un nœud. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'onde totale, elle est plus stationnaire. Par contre, elle se propage de façon un peu différente justement des deux autres. Donc ici, on va justement être amené à définir ce qu'on appelle le taux d'onde stationnaire. Et vous allez voir deux méthodes pour pouvoir déterminer le taux d'onde stationnaire ici. Alors, deux possibilités. On va commencer par la plus simple. Si vous connaissez le coefficient de réflexion, justement, de l'onde réfléchie par rapport à l'onde incidente, et bien vous pourrez avoir le taux d'onde stationnaire ici
en faisant tout simplement 1 plus le coefficient de réflexion en amplitude ici de l'onde, en faisant attention à ce que ce soit en valeur absolue, divisé par 1 moins la même chose, ici la valeur absolue de R. Donc ça vous donnera le taux d'onde stationnaire lorsque justement votre coefficient de réflexion il est différent entre -1 et 1. Pour comprendre ce que c'est le taux d'onde stationnaire, on prendra quelques exemples après. Ensuite, autre possibilité, on vous donne ce genre de graphe. Ce genre de graphe, c'est quoi? Eh bien, si vous regardez là, la sinusoïde qui est ici, c'est ce que décrivait au cours du temps le maximum de la perturbation tout à l'heure. Donc ici, en fait, vous allez faire tout simplement ce que j'ai appelé UM max ici sur M min, où c'est les valeurs minimales et maximales de l'amplitude de l'onde ici dans l'espace, et vous ferez du coup UM max sur UM min, ça vaudra le taux d'onde stationnaire, sachant que les deux résultats devraient être identiques, hein, bien sûr, à chaque fois. Donc avant qu'on calcule justement les taux d'onde stationnaire pour différents exemples, je vous rappelle juste, quand le coefficient de réflexion ici vaut 1, du coup on a en onde totale ici une onde stationnaire. Maintenant, s'il vaut -1, l'onde totale est aussi stationnaire. Par contre, quand il vaut 0, ici, le coefficient de réflexion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de réflexion, et on a tout simplement l'onde 1 qui se propage de la gauche vers la droite, et ce qui correspond à l'onde totale, en fait, du coup, là, l'onde est progressive. D'accord? Donc, essayez de retenir, 1 moins 1, ça fait des ondes stationnaires, coefficient de réflexion qui vaut 0, on a une onde progressive, j'ai envie de dire purement progressive. Du coup, maintenant, si je commence justement, si la valeur absolue de R, c'est égal à 1, donc le taux d'onde stationnaire, je vous rappelle, c'était la diapositive juste avant, je vous la remets, c'est 1 plus R sur 1 moins R en valeur absolue pour R. Donc, on va faire le calcul, ça va faire donc 1 plus 1 sur 1 moins 1, donc ça fait 2 divisé par 0, ce qui va tendre en fait vers plus l'infini. Donc ici, on va avoir un très 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 grand nombre qui tend vers plus l'infini, ce qui veut dire qu'on sait, si R en valeur absolue vaut 1 ou moins 1, on vient le voir dans un milieu infini, on a justement des ondes stationnaires. Donc vous voyez que quand le taux d'onde stationnaire est infini, l'onde est stationnaire. Maintenant, si le coefficient de réflexion vaut 0, si vous vous souvenez, on avait une onde purement progressive. Que vaut le taux d'onde stationnaire? Eh bien, on refait le calcul, ça fait 1 plus 0 sur 1 moins 0, donc ça fait 1 sur 1, et donc ça donne 1. Ce qui veut dire qu'en fait, ici, quand le taux d'onde stationnaire est de 1, on a une onde purement progressive, elle est progressive. Donc il faut que vous reteniez qu'en fait, si le taux d'onde stationnaire vaut 1, et ça ne peut pas être plus bas que 1, les ondes sont progressives. Si le taux d'onde stationnaire est très très grand, en fait, c'est en infini, du coup les ondes sont stationnaires. Ce qui veut dire que plus le taux d'onde stationnaire augmente, plus en fait on s'approche des conditions qui permettent de donner naissance aux ondes stationnaires. Voilà pour la signification de ce qu'on appelle le taux d'onde stationnaire. Maintenant qu'on a vu ça, on va s'intéresser justement à des cas concrets de réflexion d'ondes mécaniques. Je commence tout de suite par le cas de la corde où, alors, normalement, je suis en train de vous parler de milieu infini, donc la corde devrait être infinie, c'est-à-dire qu'en fait, elle devrait être infiniment longue vers la gauche, là, et on crée à l'infini, là-bas, une impulsion, et on regarde ce qui se passe si l'extrémité est libre ici de la corde. Eh bien, on voit que ici, le coefficient de réflexion, il vaut 1. Tout simplement parce que l'impulsion ici, elle n'a pas changé de signe. Donc l'impulsion incidente était positive, l'impulsion réfléchie, elle reste positive, et du coup, elles ont les mêmes amplitudes. Donc ici, on a un coefficient de réflexion de plus 1. Si jamais l'extrémité est fixée, cette fois-ci, eh bien du coup, je vous laisse regarder ce qui va se passer. On constate que du coup, le coefficient de réflexion ici vaut -1. Donc déjà, il faut retenir ça. Je reviendrai sur la corde plus tard dans la vidéo. Mais du coup, dans une corde, si l'extrémité de la corde est fixe, le coefficient de réflexion à cette extrémité, en amplitude, vaut R qui vaut donc -1. Si l'extrémité de la corde est libre, le coefficient de réflexion en amplitude à l'extrémité de la corde, il vaut +1. Pour l'instant, je laisse la corde de côté et on continue sur un autre exemple d'ondes mécaniques qui sont les ondes sonores, et vous allez voir que pour le prochain chapitre, ça pourrait être intéressant. Donc déjà, on va définir, moi ce qui m'intéresse, c'est toujours connaître les coefficients de réflexion des ondes ici sonores pour pouvoir savoir si on va avoir des ondes stationnaires ou pas en fait, qui vont se créer. Donc déjà, pour pouvoir calculer les coefficients de réflexion des ondes sonores, j'ai besoin de définir ce qu'on appelle des impédances acoustiques ici. Et ces impédances acoustiques, en fait, d'un milieu, alors c'est toujours défini pour une onde plane progressive harmonique qui se déplace dans le sens des x positifs, et c'est l'impédance acoustique du milieu qui supporte cette onde sonore.
Donc je l'ai appelé ici Z sonore pour ne pas confondre avec les impédances électriques. Donc l'impédance sonore, c'est ρ fois V. Qu'est-ce que c'est ρ? C'est la masse volumique du milieu et V, c'est la célérité de l'onde dans ce milieu. Donc déjà, il faudra connaître les impédances sonores des différents milieux. Et ce qu'on imagine ici, c'est le schéma typique où on a une onde sonore incidente qui va venir justement rencontrer une interface entre deux milieux, deux fluides, du coup ici d'impédance Z1 et Z2, d'impédance acoustique, et on suppose qu'il peut avoir justement une partie de l'onde incidente qui va être transmise dans le fluide 2 et une partie de l'onde incidente qui va être réfléchie dans le fluide 1. Et donc, le coefficient de réflexion à l'interface entre deux fluides, ici, eh bien, ça va être Z2 moins Z1 sur Z2 plus Z1, c'est-à-dire l'impédance acoustique du milieu 2 moins l'impédance acoustique du milieu 1 sur leur somme. On va faire plusieurs exemples typiques ici qu'il faut savoir refaire par vous-même. On imagine que le milieu 2, ici, a une impédance acoustique nulle. C'est-à-dire, par exemple, sa masse volumique est nulle, donc par exemple c'est du vide, donc on passe de l'air au vide, par exemple, ou alors la célérité des ondes est nulle, ce qui revient au même. Ici, enfin dans mon exemple, on va calculer le coefficient de réflexion. Donc c'est, on a dit, Z2 moins Z1 sur Z2 plus Z1. Donc ici, ça fait, ici il manque un petit 0, voilà, ça fait donc 0 moins Z1 sur 0 plus Z1, donc ça fait moins Z1 sur Z1, et donc on retrouve ici moins 1. Donc ça veut dire que si le coefficient de réflexion vaut moins 1, sachant que, je précise, mais en fait ici je considère que c'est deux milieux infinis, un à gauche, un à droite, donc ici, hop, on a un coefficient de réflexion qui vaut moins 1, ça veut dire qu'en fait, on va avoir des ondes stationnaires qui vont apparaître dans le fluide 1. Deuxième cas particulier, on imagine maintenant que l'impédance acoustique du milieu 2 est infinie. C'est-à-dire que sa célérité est très très grande, la célérité des ondes sonores dans le milieu est très très grande, ou sa masse volumique est aussi très très grande par rapport à celle du milieu 1. Donc, si on prend ici Z2 moins Z1 sur Z2 plus Z1, ceux qui ne comprennent pas le Z2 qui tend vers plus infini, ça reviendrait à la même chose que dire si Z2 est très très grande devant Z1, en fait. Donc si Z2, justement, l'impédance acoustique du milieu 2 est très grande devant l'impédance acoustique du milieu 1, on va pouvoir négliger Z1 par rapport à Z2, en haut et en bas. Donc ça va donner à peu près Z2 sur Z2. Et Z2 sur Z2, ça vaut 1. Et on retrouve un coefficient de réflexion ici qui vaut 1. Donc, à nouveau, dans le milieu 2, en fait, dans le milieu 1, on aura une condition ici qui permettra d'observer des ondes stationnaires dans le fluide 1. Et enfin, dernier cas, si les deux impédances sont identiques, c'est-à-dire que le milieu 1, ici, a la même impédance acoustique que le milieu 2. Je n'ai pas précisé tout à l'heure dans la vidéo, mais donc il faut bien sûr respecter les unités qui sont ici, je passe. Ce n'est pas le plus compliqué ici. Si Z2 égale Z1, eh bien qu'est-ce qu'on constate? Ça veut dire que, en fait, je vais faire Z2 moins Z1 sur Z2 plus Z1. Donc imaginons, on va remplacer tous les Z1 par des Z2, vu que Z1 égale Z2. Donc ça fait Z2 moins Z2 sur Z2 plus Z2. Mais Z2 moins Z2, ça fait 0. Donc en fait, le coefficient de réflexion ici, il est nul. Qu'est-ce que ça veut dire si le coefficient de réflexion est nul? Souvenez-vous de notre précédent exemple. Si le coefficient de réflexion est nul, ici, ça veut dire qu'en fait, l'onde est progressive, comme tout à l'heure dans ma simulation. Ce qui veut dire ici, pour ceux qui n'ont pas saisi, ce n'est pas la bonne simulation. Hop, je la reprends. Si le coefficient de réflexion il est nul, en fait, on a tout simplement l'onde qui progresse de gauche à droite. Ce qui veut dire que ici, en fait, l'onde incidente, elle n'est pas réfléchie, elle est seulement transmise. Donc tout se passe comme si finalement cette interface ne perturbait pas la propagation de l'onde ici. Et c'est ce qu'on appelle justement, donc c'est ce que je viens de dire, c'est rédigé ici, l'onde est transmise sans être réfléchie, l'onde est donc progressive, du milieu 1 au milieu 2, et on dit qu'on a réalisé une adaptation d'impédance. Bah oui, regardez, les deux impédances, elles sont identiques. Donc du coup, toute la puissance incidente est transmise au second milieu, toute la puissance incidente de l'onde sonore est transmise au second milieu, ici, le milieu 2. Voilà pour ces trois cas qu'il faut savoir refaire. Donc en gros, si l'impédance du milieu 2 est nulle, on retrouve une condition pour obtenir des ondes stationnaires. Si l'impédance du milieu 2 est très grande, même chose. Si par contre les deux impédances sont identiques, celle du milieu 1 et celle du milieu 2, les impédances acoustiques, eh bien on a des ondes progressives et le coefficient de réflexion vaut 0. Voilà pour ces petits exemples autour donc, des ondes mécaniques, donc de la corde et des ondes sonores.
Donc, depuis le début dans cette vidéo, je ne parle que de milieux infinis, avec des coefficients de réflexion du coup de 1, -1 ou 0. Donc là, maintenant, je vais prendre un milieu fini. C'est une corde de longueur grand L, hein, ici, qui vaut à peu près 7,6 cm d'ailleurs. Et ça, ça va être le milieu de propagation justement d'une onde plane progressive harmonique incidente, hein, qui va être créée ici, qui va se propager vers la droite. Ici, elle est du coup, l'extrémité de la corde est fixée, donc ça veut dire que le coefficient de réflexion vaut 1 en valeur absolue. Donc, ce qui veut dire que d'après ce qu'on a vu que le coefficient de réflexion va valoir 1 en valeur absolue, on devrait avoir une onde stationnaire, un taux d'onde stationnaire infini. Or, si vous regardez sur la simulation, quand je lance ici la simulation, on constate qu'en fait, eh bien, on n'a pas de nœud de vibration. Au cours du temps, on ne voit pas de point de la corde qui reste fixe. Donc, s'il n'y a pas de nœud de vibration, s'il n'y a pas de vente de vibration, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'onde stationnaire, ce qui va à l'encontre de ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis le début, j'insiste, mais je parlais uniquement des milieux infinis. Maintenant, sur un milieu fini, ça se passe un peu autrement. En fait, ici, j'ai réglé la fréquence de l'onde plane progressive harmonique que je suis en train de créer grâce à ce système à 0,60 Hz. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais justement donc changer la fréquence et je vais mettre ici, par exemple, à 0,75 Hz. Et je vous laisse regarder ce qui va se passer cette fois-ci. Donc, le coefficient de réflexion ici est toujours en valeur absolue égale à 1. Et là, on constate que ce point-là, et bien sûr les deux ici en extrémité, sont quasiment, hein, la simulation n'est pas parfaite, mais sont quasiment ici des nœuds de vibration. Donc là, cette fois-ci, j'obtiens une onde stationnaire. Pourquoi? Parce que justement, en fait, on obtient des ondes stationnaires dans des milieux finis uniquement lorsqu'on a des multiples d'une fréquence qu'on appelle la fréquence propre. Et en fait, ici, c'est assez simple. Si vous regardez, j'ai 3 demi-motifs. Donc en fait, ici, si j'ai 3 demi-motifs, ça veut dire que la fréquence qui est ici, c'est 3 fois la fréquence propre du milieu. Et donc ça veut dire que la fréquence propre du milieu, ici, bah, c'est 0,25. Donc je vais mettre à 0,25 sur la simulation, que je relance, et vous allez voir que à nouveau, je vais avoir du coup une onde stationnaire qui va se créer. Et si vous m'avez suivi, je devrais avoir qu'un seul demi-motif ici. Et c'est le cas, hein. Regardez, donc là j'ai un nœud, là j'ai un nœud, et vous constatez que ici, en fait, j'ai un ventre de vibration. Et je vais laisser tourner un peu la simulation, mais si vous regardez, en plus, donc ici, j'ai mis l'amortissement à 0. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de perte, justement, par frottement. Et du coup, en plus, si vous regardez, l'amplitude d'excitation ici de la corde, elle est très faible par rapport à l'amplitude ici dans le ventre. C'est ce qu'on appelle justement la résonance. Donc ici, comme le facteur de qualité est infini du système, plus je vais laisser tourner la simulation, plus l'amplitude va du coup augmenter, 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 augmenter. En tout cas, là, c'est ce qu'on appelle du coup, ce qu'on observe, un demi-motif spatial, et c'est ce qu'on appelle le mode propre numéro 1. Et du coup, cette fréquence-là, on va l'appeler la fréquence propre qu'on va noter F1. Et du coup, si vous m'avez suivi, si je me mets maintenant à 0,50 Hz, eh bien, si je redémarre la simulation, cette fois-ci, donc je suis à 2 fois F1, donc je vais avoir ici deux demi-motifs. Pardon, je vais avoir, oui, deux demi-motifs. Donc en fait, je vais en avoir un de motif spatial. Et vous regardez, hein, ici, ce point-là, c'est bien un nœud de vibration. Et quand je fais pause ici, hein, je me rends bien compte que ici, j'ai deux demi-motifs. Donc j'ai un motif sur la longueur de la corde. Et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que lorsque vous êtes dans un milieu fini, donc déjà je vais appeler F1 la fréquence propre du milieu de propagation, mais j'ai déjà dit, quand on est dans un milieu fini, pour que des ondes stationnaires apparaissent, il faut effectivement que le coefficient de réflexion soit toujours égal à 1 en valeur absolue, ça ne change pas. Par contre, il faudra en plus que les fréquences des ondes planes progressives harmoniques incidentes, ça soit des multiples entiers de la fréquence propre du milieu. Si ce n'est pas le cas, on n'aura pas d'ondes stationnaires qui vont se créer. Voilà pour cette vidéo qui faisait le lien entre les ondes stationnaires et les ondes progressives dans des milieux finis et infinis.